Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Je vais procéder à l'appel. Alors, Adib Benfedoul, Laurence Rouan, Gaël Blanc, Christian Bordenave a donné délégation à Adib Benfedoul, Liliane Brandly, Marc Léturgie, Nelly Rodriguez, Rizlan Robin, Alain Gipoulou, Francis Delteil a donné procuration à Liliane Brandly, Jonathan Priolo, Marie-Claude Andrieux-Courbin m'a donné des procurations ou délégations, c'est procuration, je crois le terme approprié, Alain Serrea, Marie-Lise Potron, Jean-Charles Gauthier, Delphine Rago, Gilbert Blanc, Denise Miguel, Alain Plazy, Anne Drouville, Bernard Michel Bosviel, Farida Moubi, François de Madaillan, Martine Rosé, Alain Banquet, Dominique Rousseau a donné procuration à Fabien Ruet, Christiane Delpont, Fabien Ruet, Cécile Labarthe, Sylvie Chancogne, Jacqueline Simonet, Cédric Zapera est excusé, Robert Richard, Paul-Henri Gallon. Alors, dans l'ordre pour la désignation du secrétaire de séance, dans l'ordre du tableau, c'est aujourd'hui Madame Christiane Delpont qui va assumer cette lourde responsabilité, si on en est d'accord. Bien, merci. Très bien. Alors, le procès-verbal de la séance du 17 juillet 2014, tout le monde en a pris connaissance. Il n'y a pas d'observation. Qui est d'accord pour l'approuver? Qui est contre? Qui s'abstient? Ce procès-verbal est approuvé. À l'ordre du jour, il vous est proposé des informations supplémentaires. Oui, d'accord, au dossier. D'ailleurs, je pense que le dossier, avec les petites modifications, a dû m'être mis sur les tables. Hein, c'est rien, on y viendra tout à l'heure. C'est le dossier numéro 13.
Nous proposons d'ajouter à l'ordre du jour des questions diverses à la demande du Parti radical de gauche, Madame Simonet, sur l'avenir du cinéma Le Cyrano et sur le remplacement des 4 dirigeants de la mairie par des élus. Ainsi qu'une proposition pour désigner le nouveau commissariat de police de Bergerac du nom de Félix Landry. Et des 2 questions du Front National sur l'aménagement de toilettes publiques à Nayac et sur le projet de la piscine. Est-ce qu'il n'y a pas d'opposition à cette modification, ces ajouts, petits ajouts à l'ordre du jour? De toute façon, les questions diverses, du moment qu'elles ont été posées dans les délais, elles sont de droit. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème sur l'ordre du jour. Qui est d'accord pour l'approuver? Pas d'opposition. L'ordre du jour est ainsi approuvé. Nous abordons donc le premier point de cet ordre du jour. Ce sont les informations... Non, pardon. C'est pour information les décisions prises par le maire et les adjoints en vertu des délégations reçues du conseil municipal. Y a-t-il des questions? Tout le monde a dû recevoir ces documents. Il n'y a pas de questions particulières. Donc nous pouvons aborder les délibérations. Première délibération, c'est une modification de la délégation du conseil municipal au maire. Je vais demander à Jonathan Priolo de présenter cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Par délibération en date du 15 avril 2014, le conseil municipal a donné délégation au maire en vertu de l'article L 2122-22 du CGCT. Par courrier du 27 juin 2014, les services préfectoraux du contrôle de légalité invitent le conseil municipal de la ville de Bergerac à délibérer de nouveau sur la délégation relative à l'exercice du droit de préemption dans la mesure où les limites ou conditions d'exercice de ce droit n'ont pas été fixées. Articles 214-1 et 213 du Code de l'urbanisme. Il est donc proposé de modifier la rédaction des délégations suivantes. Numéro 15, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code. Numéro 21, d'exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du Code de l'urbanisme. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les modifications apportées aux articles liés au droit de préemption. Alors, je fais observer simplement qu'on avait une réunion de la conférence des maires dans le cadre de l'intercommunalité cette semaine, nous annonçant, ce qui est de droit d'ailleurs, puisque l'urbanisme a été transféré à la communauté d'agglomération, que le droit de préemption serait désormais exercé par la communauté d'agglomération et qui pourrait être subdélégué dans des conditions dans lesquelles nous discuterons, je pense, lors du prochain conseil communautaire. Donc je ne sais pas très bien comment les choses vont s'articuler avec ces dispositions qui risquent de n'avoir qu'un caractère finalement très temporaire. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Pas d'observation. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, admission en non-valeur des créances impayées. Adib Benfedou. Merci, Monsieur le maire. Madame la receveuse municipale demande donc l'admission en non-valeur de créances jugées irrécouvrables à hauteur de 10 949,75 € sur le budget principal, 2113,16 sur le budget annexe abattoir. Vous avez le détail de ces créances. Donc, au vu des pièces transmises par Madame la receveuse et surtout après avoir exercé toutes les voies de droit, le conseil municipal est invité à admettre ces sommes en non-valeur. Pas d'observation, je précise, parce que c'est vrai que ça peut... que c'est... En fait, l'admission en non-valeur se fait une fois que la receveuse municipale a exercé toutes les voies de droit à l'égard des personnes qui n'ont pas réglé leurs créances. Donc c'est pas au bon vouloir de la municipalité, c'est au terme d'une procédure qui est bien encadrée. Voilà.
Pas d'observation. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, résidentialisation de la résidence du Stade, rue Roger Salingro à Lacatte, qui concerne 21 logements. C'est une garantie d'emprunt avec contrat de prêt en annexe. Et il y a 2 délibérations qui sont très liées. C'est la 4 et la 5, puisque l'autre, c'est la réhabilitation de la résidence du Stade. Donc, c'est Gaël Blanc qui présente ces 2 délibérations. Monsieur le maire. Alors, effectivement, les dossiers numéros 4 et 5 sont liés l'un avec l'autre. Ils concernent la même résidence, la résidence du Stade, située rue Roger Salingro à Lacatte. Ce sont 2 garanties d'emprunt avec un contrat de prêt qui vous est fourni en annexe. En réalité, c'est une seule opération pour un même bâtiment. Il y a donc à faire le distinguo entre résidentialisation et réhabilitation. La réhabilitation, c'est le fait qu'une résidence soit... on y effectue des travaux de réaménagement pour redonner une habilitation à ces bâtiments. Et la résidentialisation, c'est le fait que l'on puisse, par exemple, privatiser le parking, mettre des barrières, installer des digicodes. C'est-à-dire, c'est tout ce qui concerne le rapport à l'extérieur de la résidence. Ceci concerne Périgordia Habitat, qui donc fait 2 lignes de prêt. L'une dans le dossier numéro 4, qui est de 16 000 euros, non, de 20 000 euros 16, pardon, excusez-moi, sur une durée de 15 ans, au taux de 1,6%. Et dans le deuxième dossier, le dossier numéro 5, c'est donc toujours Périgordia qui effectue l'emprunt. Et cet emprunt est de 300 000 euros, de 395 000 euros, pardon, 556 euros, toujours au même taux de 1,6% et pour une durée de 15 ans aussi. Les 2 lignes de prêt s'expliquent par le programme ANRU qui demande à avoir des lignes différenciées pour la réhabilitation d'un côté et la résidentialisation de l'autre. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Alors je mets aux voix la délibération numéro 4, la résidentialisation, qui est pour tout le monde, voilà, je crois que c'était unanime. Et je mets aux voix la numéro 5, la réhabilitation, tout le monde est pour. Donc nous abordons maintenant 3 délibérations étroitement liées, puisque elles concernent là aussi des opérations de réhabilitation menées par... il y en a 2 en fait. Je crois qu'il y en avait... Il y en a 3, il y en a 3. Menées par Périgordia Habitat également, qui ont déjà été soumises au conseil municipal au mois de décembre 2013, mais sur lesquelles il y avait un problème de forme à régler. Alain Plazy. Merci, monsieur le maire. Donc, oui, 3 opérations menées par Périgordia Habitat. La première, une réhabilitation de 10 logements à la Bélive, dans les rues Paul Petit, rue des Colibris. C'est donc un prêt PAM, c'est-à-dire un prêt qui est tourné vers l'amélioration des logements. Bon, comme vous l'avez dit, ça a déjà été délibéré en décembre 2013, mais la Caisse des dépôts et consignations qui a accordé le prêt à Périgordia demandait une nouvelle délibération intégrant la durée des prêts, ce qui n'avait pas été fait. Donc, caractéristiques financières de ces prêts, donc c'est un prêt PAM éco, montant 124 100 euros sur une durée de 15 ans, périodicité annuelle, indexée sur le livret A, un taux d'intérêt actuariel annuel, toujours sur le taux du livret A, un profil amortissement déduit avec intérêt différé, modalité de révision, taux de révisabilité limité et un taux de progressivité de 0%. Donc nous sommes amenés à demander, la Caisse des dépôts et consignations demande une nouvelle délibération pour garantir ce prêt auprès de Périgordia. Alors c'est la même chose pour les dossiers 7
Et 8, toujours même principe. Là, c'est l'impasse des Bouvreuils et l'impasse des Colibris. Le principe étant exactement le même, le prêt le même, le montant bien sûr a été donné, 431 600 € pour une durée de 15 ans, et les caractéristiques des prêts sont les mêmes. Et enfin, le dossier numéro 8, c'est la même chose toujours, mais là c'est la Bélive 3, pour les rues Paul Petit, rue Ferdinand de la Battue, impasse des Perdrix, impasse des Fauvettes, impasse des Colibris, le principe étant toujours le même. La Caisse des dépôts demandant à nouveau que l'on statue par rapport à Périgordia. Là, c'est un prêt de 585 500 €, toujours sur une durée de 15 ans, avec toujours les mêmes caractéristiques. Donc, il est toujours demandé à ce que la commune amène sa garantie à ces 3 prêts, pour ces 3 opérations. Bien. Donc, c'est une question de forme. Voilà. J'ai de redélibérer, ça arrive de temps en temps, sur cette délibération qui date de l'année dernière. Y a-t-il des observations sur ces 3 délibérations? Je propose qu'on les vote ensemble, par un vote joint. Pas d'observation. Qui est d'accord pour adopter ces 3 délibérations? Qui est contre? Qui s'abstient? Elles sont adoptées. Délibération numéro 9, attribution d'indemnité à la receveuse municipale Adib Benfedoul. L'article 97 de la loi numéro 82-213 du 2 mars 1982 qui autorise les personnes exerçant la fonction de receveur municipal à fournir aux collectivités territoriales des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. Bon, ces prestations, elles ont un caractère facultatif, mais elles donnent lieu au versement d'une indemnité. Voilà. Alors, le conseil municipal est donc invité à demander le concours de la receveuse municipale pour assurer des prestations de conseil et accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% par an. Elle sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité, sera attribuée à Madame Solange Jacquet et prendra effet à la date d'installation du nouveau conseil municipal. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Accord d'intéressement de l'abattoir municipal. Liliane Brandely. La régie autonome d'abattage du Bergeracois connaît une importante augmentation de son activité depuis 2007. Ainsi, le tonnage a progressé de 73% de 2006 à 2012, et cela se traduit par des résultats comptables excédentaires ayant permis la suppression du déficit d'exploitation. Dans ce contexte, il est proposé de poursuivre la formule de la politique d'intéressement qui associe les salariés de la régie aux résultats et aux performances de l'abattoir municipal. L'avis favorable du conseil d'exploitation de l'abattoir a été donné en date du 28 août 2014. Cette prime, souscrite pour 3 ans en 2011 avec les délégués du personnel, doit faire l'objet d'un renouvellement de l'accord d'intéressement pour les années 2014 à 2017. Le nouvel accord d'intéressement, comme le précédent, est prévu pour une durée de 3 ans, avec des versements en 2014, 2015, 2016, et au titre des résultats d'exploitation des années 2013, 2014 et 2015, tels qu'ils seront constatés dans les comptes administratifs de ces exercices. Cet accord précise les modalités de calcul de l'intéressement, les conditions d'octroi et de versement de la prime. L'intéressement global annuel au résultat est défini un pourcentage appliqué au traitement de base de chaque agent en fonction du résultat d'exploitation réalisé. Et vous avez le tableau dessous, dans lequel il faut choisir la tranche à 55% du versement du traitement de base pour chaque agent, puisque le résultat d'exploitation de 2013 est de 176 000 €, donc dans la tranche de 100 000 à 199 000. Et l'enveloppe financière maximum ne pourra pas être dépassée et elle est de 23 650. Le conseil municipal est donc appelé à décider le renouvellement de la prime d'intéressement pour le personnel de la régie autonome d'abattage du Bergeracois et à autoriser le maire à signer l'accord correspondant.
Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Nous arrivons à la création d'un comité consultatif de la solidarité. Gilbert Blanc. Merci, Monsieur le maire. Alors, création d'un comité consultatif de la solidarité. La création de comités consultatifs résulte de la loi du 27 février 2002. L'article L. 2143-2 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de créer un ou plusieurs comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Ce sont aux personnes intéressées de se faire connaître. Sur proposition du maire, le conseil municipal fixe la composition de ces comités consultatifs pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Ils s'adjoignent des personnalités compétentes dans chacun des domaines concernés. Les objectifs sont permettre l'expression de la démocratie locale, faire émerger des propositions, des réflexions, des projets, apporter en raison d'une expertise un avis éclairé et une contribution active à l'étude par la commune de projets touchant à la vie quotidienne de l'ensemble de la population. Les comités consultatifs seront des instances consultatives d'études et de propositions dans tous les domaines touchant à la vie de la commune. Ils seront composés d'élus de Bergeracois concernés par les thèmes, de représentants associatifs, ainsi que de toute personne faisant valoir une expérience ou une expertise dans un domaine particulier. Aucune décision ne sera prise lors de ces comités. Ils seront un outil de travail pour l'équipe municipale et permettront de faire participer la population à la réflexion sur les prises de décision. Monsieur le maire propose au conseil municipal de constituer un comité consultatif dénommé Conseil de la solidarité. Ce comité réunit des élus, des représentants des différentes associations à vocation sociale ou caritative, des représentants des différents établissements ou administrations ayant compétence en ce domaine, après accord des responsables des organes dont ils relèvent, ainsi que des personnes ayant marqué, par leurs compétences ou par leur expérience, leur intérêt pour les problèmes sociaux. Ce conseil a pour vocation de permettre aux différents acteurs d'analyser, d'échanger sur les réalités des enjeux sociaux à Bergerac et de favoriser des concertations et des partenariats. L'objectif est de permettre un dialogue et une concertation avec l'ensemble des professionnels et de bénévoles intervenant dans le champ social, pour rechercher ensemble des solutions locales. Ce dialogue permet une démarche cohérente et une meilleure conjugaison des actions menées par les différents acteurs. Ce comité sera ainsi composé des membres du conseil municipal désignés par le maire, dont les élus délégués à la vie associative, à la solidarité, aux seniors, parmi lesquels il désignera le président, des membres du conseil communal d'action sociale, des représentants des associations caritatives ou à caractère social, des représentants des établissements ou administrations de l'action sociale, après accord des responsables des organes dont ils relèvent, des représentants des services municipaux désignés par le maire en fonction des sujets traités, des personnes qualifiées désignées par le maire. Le comité élira en son sein un rapporteur général, un vice-président et un secrétaire. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la création du comité consultatif dénommé Conseil de la solidarité, d'approuver le règlement de fonctionnement en juin, de désigner les membres élus à ce comité. Bien, y a-t-il des observations? Bon, je rappelle, ce Conseil de la solidarité a déjà existé dans le passé. Il s'appelait à l'origine Comité consultatif des associations à vocation sociale et caritative. L'intérêt qui est très grand, c'est quand même, on a la chance à Bergerac d'avoir beaucoup d'associations qui, en général, ont plutôt tendance à travailler ensemble. Mais l'intérêt de les réunir, c'est d'abord de faire un petit peu le point des interventions de chacun sur le territoire de la ville. Et puis, surtout, de voir
comment les problèmes évoluent et de mesurer dans certains cas, il peut y avoir des opérations, des actions qui se chevauchent, et il peut y avoir à l'inverse des actions qui n'existent pas et qui seraient utiles à mettre en œuvre. Et donc cette concertation régulière de l'ensemble des associations avec les représentants de la municipalité, du Centre communal d'action sociale, des différents organismes qui peuvent être le Conseil général à travers les unités territoriales notamment, la Caisse d'allocation familiale. Bon, l'idée c'est d'assurer un suivi un petit peu coordonné de l'ensemble de ces questions. Voilà. Y a-t-il des observations? Pas d'observations. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Création d'un comité consultatif des seniors, Gilbert Blanc. On va peut-être passer toute la première partie et entrer directement dans le vif du sujet pour le comité consultatif. Oui, j'allais compresser de toute façon. Voilà. Donc, création d'un comité consultatif des seniors. L'article L 2143-2 vous a été lu dans la phase de la solidarité. Donc, je passe à Monsieur le maire propose au conseil municipal de constituer un comité consultatif dénommé Conseil des seniors dans le cadre de la politique d'ouverture et de la participation des citoyens de la ville et de leur commune, d'écoute de toutes les composantes de la population afin de développer la démocratie locale qu'entend mener l'équipe municipale. Ce comité est une instance consultative de concertation, de réflexion, d'études, de propositions dans tous les domaines touchant à la vie de Bergerac. Ce comité se veut plus efficace conseil auquel il se substitue, en étant plus directement lié à la vie municipale. À cet effet, il dispose d'une véritable marge de manœuvre et d'une grande liberté de proposition. Ainsi, ses membres peuvent solliciter les élus et les services municipaux concernés sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Son but est d'impliquer activement les seniors, de développer les échanges entre les générations et de partager des compétences dans le dynamisme et la convivialité. Sa mission est de proposer à la municipalité des projets afin d'améliorer la qualité de vie dans notre commune et d'associer les Bergeracois de 60 ans et plus à la réflexion sur les projets de la mairie et faire des propositions. Suivant les thèmes abordés, le président du conseil consultatif des seniors pourra solliciter les élus et les services pour échanger avec eux. Ce comité sera composé des membres du conseil municipal désignés par le maire, d'autres élus et les délégués à la solidarité aux seniors, parmi lesquels il désignera le président, 10 représentants des associations de retraités ou de seniors, 15 désignés après appel à candidature, des personnes qualifiées désignées par le maire, des représentants des services municipaux désignés par le maire en fonction des sujets traités. Le comité élira en son sein un rapporteur général, 2 vice-présidents, un secrétaire. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la création du comité consultatif dénommé Conseil des seniors, d'approuver le règlement de fonctionnement en juin, de désigner les membres élus à ce comité. Je voudrais simplement faire observer qu'il faudra harmoniser le règlement du comité consultatif avec la délibération, puisque dans le règlement, il est prévu 30 seniors tirés au sort parmi ceux qui se seront portés candidats. Et ici, il est dit 10 représentants des associations et 15 désignés après. Voilà. C'est 2 fois 15. Non, mais voilà. Mais je veux dire, il y aura à la fois des représentants des associations, mais qui seront 10, et 15 désignés après appel à candidature. Enfin, tirés par tirage au sort après appel à candidature. Voilà. Il faut que les choses soient bien claires ce soir. Hein, parce que le règlement, je pense voilà. C'était une première mouture, mais il va falloir revoir le règlement en fonction de la délibération. Voilà, je vois que ça fait le plaisir de Monsieur Ruet. Depuis qu'on parle de comité consultatif jusqu'aux ans. Bien. Alors, y a-t-il des observations? Je précise aussi que ce comité, que ce conseil des seniors, entendons bien, ce n'est pas un concurrent du club Le Cantou.
son rôle, c'est pas de faire de l'animation, c'est de faire remonter les préoccupations des seniors dans leur vie quotidienne. Donc je le dis parce que le précédent Conseil des seniors avait eu quelquefois tendance à dériver sur des fonctions d'animation. Voilà. Y a-t-il des observations? Oui, Marc Léturgie. Non, simplement, monsieur le maire, parce que je pense qu'il n'y a pas d'erreur entre le règlement et la délibération, tout au moins dans les dossiers que nous avons. C'est toujours comme ça. D'accord. On a donné un peu le règlement. Voilà. En tout cas, il faut que les choses soient en conformité avec la délibération. Donc, voilà. Sous cette réserve. D'accord. Voilà. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, nous arrivons à la délibération numéro 13, création d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Alors, je rappelle que les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ont été... c'est une institution, on a d'abord eu des conseils communaux de sécurité, mais qui se sont un petit peu généralisés vers la fin des années 90, début des années 2000. Et que, à cette époque-là, la ville de Bergerac s'est dotée effectivement d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui est un outil qui doit permettre de réunir finalement tous les acteurs qui sont partie prenante sur les problèmes de sécurité et de prévention de la délinquance, c'est-à-dire la municipalité, la préfecture et avec elle le commissariat, les services de police, le parquet, mais aussi on peut associer le président du conseil général ou son représentant, on peut associer, et depuis l'origine, un certain nombre d'acteurs, soit qui relèvent, qui dépendent d'associations, soit qui sont des administrations ou des établissements qui interviennent à des titres divers en matière de sécurité ou de prévention. Alors, ce conseil communal d'origine, ce conseil local d'origine, est devenu en 2002 un conseil intercommunal lorsque la zone police de Bergerac a été étendue à la commune de Creys. Il est devenu, et ce conseil intercommunal a encore été élargi quelques années plus tard, quand la zone police a été étendue, si mes souvenirs sont bons, à Saint-Laurent-des-Vignes et à Cours-de-Pile. Bon. Et puis, avec le passage à l'intercommunalité, en principe, il y a un conseil intercommunal de prévention de la délinquance à l'échelle de la communauté d'agglomération. C'est ce que prévoit désormais, je crois que c'est la loi de 2007. Mais l'existence d'un conseil intercommunal ne fait en aucune façon obstacle à la mise en place d'un conseil local dans les villes de plus de 20 000 habitants ou dans les villes qui comportent une zone urbaine sensible. Nous sommes dans une ville de 30 000 habitants et donc il est légitime que nous puissions mettre en place un conseil local de prévention de la délinquance pour plusieurs raisons. D'abord parce que si la ville de Bergerac, les statistiques indiquent qu'on a un taux de délinquance qui est plutôt inférieur à la moyenne nationale pour les villes de même importance, mais on a malgré tout un certain nombre de faits de délinquance qui sont d'ailleurs, je dirais, évoqués très précisément dans cette délibération, puisque on évoque notamment, et ça serait la finalité de ce Conseil que de traiter ces problèmes, la volonté de réduire les actes d'incivilité, les dégradations et les incendies volontaires, la sécurisation des espaces publics pour restaurer leur usage collectif, la prévention des addictions à l'origine d'actes de délinquance, la prévention de la récidive des mineurs, et nous proposons, c'est Marie-Claude Andrieux-Courbin qui a fait à juste titre cette proposition, qu'on y ajoute la tranquillité des seniors, puisque c'est un des objectifs que nous poursuivons, que de lancer sur Bergerac, comme ça s'est fait dans d'autres départements ou dans d'autres villes, des opérations tranquillité seniors.
Donc, autour de ces objectifs, on a besoin d'une coopération renforcée des différents acteurs concernés. Je précise que les contacts préalables ont été pris avec monsieur le préfet et avec madame la procureure de la République, comme l'exigent les textes. Alors, ce conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est présidé par le maire et il comporte une configuration plénière, c'est-à-dire dans laquelle figurent tous les acteurs susceptibles de siéger dans ce comité, c'est-à-dire, je répète, le maire et éventuellement ses représentants, parce que il va falloir le prévoir dans l'arrêté qu'il y aura également éventuellement des représentants, un ou une représentante du maire, le préfet de la Dordogne ou son représentant, la procureure de la République près le tribunal de grande instance ou son représentant, le président du conseil général ou son représentant, puisqu'il existe une intercommunalité qui a a priori un conseil intercommunal, le président de l'établissement public de coopération compétent en ce domaine ou son représentant, des représentants des services de l'État désignés par le préfet, à l'évidence parmi eux il y a en priorité les services de police, des représentants d'associations, d'établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, de l'enseignement. On propose de rajouter par rapport à ce qui vous avait été envoyé initialement, de la santé, du logement, du transport collectif, de l'aide sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité, après accord des responsables des organismes dont il relève. L'idée, c'est qu'il faut qu'on puisse aborder, il y a cette réunion plénière, mais il peut être également utile d'avoir des réunions plus restreintes sur des thématiques un petit peu plus précises. Si on se penche par exemple sur le problème des risques d'addiction chez les mineurs, il peut être particulièrement utile d'associer les représentants des établissements d'enseignement. Si l'on se penche sur les problèmes des personnes qui souffrent de différents troubles, et notamment de troubles psychiatriques ou de troubles psychiques, il peut être utile d'avoir les représentants d'associations qui interviennent dans ce domaine, mais aussi les représentants de certains établissements de santé. Alors, des établissements de santé qui a été ajouté, ça c'est une coquille, donc il faut le supprimer. Et enfin, dans ce conseil peuvent également être présents des représentants des services municipaux désignés par le maire. Cette composition plénière est fixée conjointement après concertation avec le préfet ou son représentant, éventuellement le sous-préfet, et avec la procureure de la République. Voilà, et enfin toute personne qualifiée peut être également associée aux travaux. Donc il y a la configuration plénière. Dans sa configuration plénière, ce conseil est réuni au moins une fois par an et dans cette configuration restreinte, il peut être réuni autant de fois qu'il est nécessaire et qu'on peut le juger utile. Voilà, c'est la raison pour laquelle donc, nous vous proposons d'approuver la création de ce conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et d'autoriser le maire à procéder à sa mise en place et à prendre tous les contacts et à signer tous les documents nécessaires à cette fin. Voilà, y a-t-il des observations? Monsieur Ruet. Oui, monsieur le maire, merci de me donner la parole. Vous savez que, naturellement, pour ce qui nous concerne, vous n'aurez jamais affaire à une opposition ou une minorité dogmatique dès lors que la question de la sécurité des Bergeracois est en cause. Et nous pouvons considérer que nous avons d'ailleurs une expérience en la matière, puisque lors de notre mandat précédent, nous avions été confrontés à des problèmes graves. Je n'ai pas besoin de rappeler l'épisode des bandes de chiens qui nous avait conduit à durcir un certain nombre d'arrêtés
arrêtés qui ont été par la suite repris par la mairie de Bordeaux, c'est dire qu'effectivement, il n'y a pas de dogmatisme en la matière. Nous avons aussi instauré la vidéoprotection lorsque, à Jean Moulin, nous avons considéré que c'était la seule solution, et cette solution n'avait jamais encore été envisagée. Donc, vous le voyez, nous sommes très vigilants sur les questions de sécurité, mais nous nous questionnons ce soir sur les motivations de ce CLSPD, de ce comité local, alors que la plupart des missions sont déjà accomplies par le conseil intercommunal sur la sécurité et la prévention de la délinquance. Est-ce que c'est un comité Théodule qui est là en quelque sorte pour marquer votre autorité, ce que je peux comprendre, mais naturellement, il y a là un risque de doublon, là où nous devrions travailler en étroite collaboration, parce que la délinquance, de tout poil, la primo-délinquance jusqu'au malfrat, ne connaissent pas les frontières communales, et naturellement, le bassin de vie de l'agglomération est un bassin de vie beaucoup plus adapté pour pouvoir agir de manière efficace. Et c'est vrai qu'en la matière, il faut sans cesse adapter les moyens de lutte contre la délinquance aux habitudes des délinquants et des malfrats. C'est l'esprit, vous l'avez dit, qui a prévalu d'ailleurs lorsque vous étiez déjà maire, en élargissant le périmètre du comité local à l'époque à Creil, vous l'avez dit, ensuite à Saint-Laurent-des-Vignes et à Cour-de-Pile, et puis progressivement en 2010 pour ce qui nous concerne à Priorieux, et puis en 2013 avec la création de l'agglomération, ça devenait une compétence obligatoire, et donc ce conseil intercommunal s'est intégré dans la stratégie nationale de prévention de la délinquance en retenant 3 axes qui rejoignent exactement ceux que vous nous avez exposés. La lutte contre la délinquance des jeunes, et là, naturellement, le CISPD réunit de la police jusqu'aux bailleurs sociaux, procureurs, chefs d'établissement scolaire et au parquet, bien entendu, pour pouvoir couvrir la totalité des pratiques. La prévention des violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales, puisqu'on sait que naturellement la cellule familiale, dans toutes ses évolutions, est aujourd'hui une cellule où la violence est extrêmement présente. Et d'ailleurs, je souligne au passage, c'était un des dossiers sur lesquels nous travaillions lorsqu'on avait suivi l'ANRU et mis en place l'ANRU, c'est que quand on a démoli en particulier un certain nombre de résidences collectives pour aller vers de l'habitat individuel, eh bien, les contrôles sociaux qui pouvaient s'opérer entre voisins ont eu tendance à s'amenuiser, et on a vu une progression de la violence faite aux femmes notamment, dès lors que la porte du pavillon était refermée. Et puis le troisième point, où là on trouve la tranquillité des seniors, mais comme la tranquillité de tous les Bergeracois, c'est l'amélioration de la tranquillité publique, qui est le troisième axe du CISPD, et où aujourd'hui je crois aussi que nous aurions une très grande vigilance à accorder sur l'ébriété publique lorsqu'on voit la prolifération des établissements de nuit et de boissons dans certaines rues du Vieux-Bergerac. Donc, monsieur le maire, vraiment, quels sont ces enjeux de ce CLSPD que vous nous proposez ce soir? En quoi vont-ils être un plus par rapport au CISPD? Comment entendez-vous avoir une relation étroite et vous intégrer dans cette dynamique où vous avez toute votre place, puisque naturellement la ville de Bergerac est le principal foyer de délinquance, même si les délinquants ne sont pas principalement localisés sur la ville. En matière de police, les pouvoirs de maire restent importants. Je vous rappelle que nous avions augmenté les effectifs de la police municipale, développé l'îlotage de manière assez importante. Chacun se souvient des brigades à vélo notamment, le numéro d'urgence pour les commerçants, mais également, et c'est là où je m'interroge, sur les tranches de nuit beaucoup plus larges des patrouilles, que vous avez décidé de réduire, certes d'1 heure, mais réduire tout de même, et il faut dire qu'en la matière, même cette réduction d'1 heure entre 3h et 4h du matin, même si ce n'est pas forcément la période où il y a le plus d'interventions de police, eh bien, elle a une valeur dissuasive. Il est important de savoir que la police municipale est là et qu'elle rôde, et qu'en la matière, souvent, la dissuasion, c'est la principale et la plus efficace des polices. Et puis, je vous questionne aussi sur l'évolution de ce que nous avions mis en place, c'est-à-dire les agents de médiation, qui étaient rattachés aux centres sociaux, et qui permettait justement d'établir un lien entre les familles, les voisins et la police municipale
Je me souviens, c'était en 2013, à l'été 2013, notamment les problèmes qu'il y avait eu sur la résidence de Caen-Réal et où la médiation avait pu se mettre en place. Et nous avions couvert tout un panel d'interventions qui avait été jusqu'à l'expulsion d'une famille, voire le relogement d'une autre, dans un logement plus adapté sur une commune de la périphérie bergeracoise. Voilà donc un peu nos questionnements et insister quand même que sur cette sécurité des Bergeracois, des choses extrêmement solides sont en place et qu'elles doivent transcender nos sensibilités politiques et que nous puissions travailler ensemble. Bien. Alors écoutez, Monsieur Ruet, moi je vais vous répondre. Vous me dites il y a un conseil intercommunal de prévention de la délinquance. Je ne conteste pas l'intérêt de ce conseil intercommunal de prévention de la délinquance, qui à ce jour d'ailleurs à ma connaissance n'a jamais été réuni depuis le mois de mars dernier, c'est-à-dire depuis les dernières élections. Mais ce conseil intercommunal, il porte sur un territoire de 27 communes, où il y a à la fois une zone police et une zone gendarmerie. Et nous, ici, à Bergerac, nous sommes, vous l'avez dit d'ailleurs très justement, nous sommes sur le territoire où les faits de délinquance, parce que nous sommes la ville-centre, sont les plus sensibles et les plus marqués. Et donc, il nous paraît nécessaire d'avoir un outil, et la loi le permet, qui soit adapté, qui colle vraiment à la réalité des problèmes de la ville. Je rappelle que le maire à Bergerac continue à exercer ses pouvoirs de police et que nous n'avons pas accepté le transfert de ses pouvoirs de police, de tout ou partie de ses pouvoirs à l'intercommunalité, ce qui montre bien notre volonté de nous impliquer très fortement sur le territoire de la ville, ce qui n'interdit pas par ailleurs, et si demain le conseil intercommunal est réuni, nous participerons à ces réunions, mais nous avons la compétence police sur le territoire de Bergerac et il nous paraît extrêmement important de pouvoir travailler sur ce territoire en liaison étroite avec les autres acteurs de ce territoire. Et j'observe d'ailleurs que j'ai consulté là-dessus le préfet de la Dordogne au mois de juin, qui a été tout à fait d'accord sur la création de ce conseil local, et que j'ai consulté à 2 reprises la procureure de la République, qui a été également tout à fait d'accord sur cette démarche. Et elle n'a pas vu du tout, ils n'ont vu ni l'un ni l'autre, un antagonisme entre conseil local et conseil intercommunal, puisque de toute façon la loi le permet. Et c'est comme ça dans la plupart des agglomérations. Ensuite, vous me parlez de deux actions. Vous me dites que nous avons réduit la durée de la présence des agents des patrouilles de police pendant la nuit. C'est un fait. Elles étaient, on nous parlait de présence 24 heures sur 24. Il y avait des patrouilles qui étaient présentes certaines nuits jusqu'à 5 heures du matin. Personnellement, et après en avoir parlé avec mes collègues, nous avons considéré qu'il était préférable d'arrêter vers 3h ou 3h30, 3h30, pour, je dirais, ne pas mobiliser à l'excès ces moyens au-delà d'une heure où en fait il y a très très peu d'événements et où il y a la brigade anticriminalité qui elle-même continue à tourner. Et nous avons plutôt privilégié ce qui faisait un petit peu défaut jusque-là, c'est-à-dire l'effort de renseignement, parce que moi je pense qu'en matière de police, il faut quand même aussi faire un effort de renseignement, et nous avons beaucoup sensibilisé les agents à ces aspects, et puis nous nous sommes fortement impliqués par la présence sur le terrain, les élus aux côtés des services de police municipale. Quant à l'affaire des agents de médiation, c'est une affaire, je dirais, un petit peu étrange, Monsieur Ruet, qui a été mise en place quelques mois avant les élections municipales, avec des personnels qui n'ont pas été formés à ces missions. Certains d'entre eux, notamment dans les centres sociaux, ne nous ont pas caché qu'ils étaient assez mal à l'aise pour conduire des missions pour lesquelles ils n'étaient pas préparés et qui ne leur paraissaient pas correspondre à ce que devrait être leur mission véritable. Et j'ai les comptes rendus de ces opérations de médiation.
la plupart du temps les comptes rendus que j'ai, je vois que les agents qui théoriquement étaient en médiation faisaient le tour en voiture de la ville de Bergerac et se contentaient à la fin de leur promenade dans la ville de mentionner en bas du rapport RAS. Voilà. Alors je vous montrerai les documents, je les ai, je me les suis fait communiquer parce que je me suis beaucoup interrogé sur l'utilité de ce qu'on appelait la médiation. Et je me pose aussi d'autres questions. Et ce que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'effectivement, notre volonté, c'est d'avoir une coopération intelligente entre les différents acteurs, mais sans mélanger les missions des différents acteurs. Il y a les missions des centres sociaux, dans lesquels il y a des éducateurs, des animateurs. Les éducateurs mènent des actions d'éducation, les animateurs mènent des actions d'animation. La police municipale a un rôle propre en matière de prévention et également de constatation des infractions. Et les élus, c'est un petit peu le rôle des élus d'assurer la liaison entre ces différentes missions. Voilà. Donc, je suis pas absolument hostile a priori à l'idée de médiation, mais je veux dire telle qu'elle a fonctionné jusqu'à présent, ça ne nous a pas paru très convaincant. D'autre part, je tenais à ajouter qu'un psychologue est intervenu dans la commune de Bergerac pour faire l'évaluation des animateurs qui ont servi de médiateurs. De vous signaler que le métier de médiateur, c'est quand même un métier tout à fait particulier pour lequel il faut avoir une formation bien étayée. Que les animateurs relevant des centres sociaux qui ont été confrontés au travail de médiation l'ont très mal vécu pour la majorité d'entre eux. Ils ont, dans leur profession, été mis en difficulté psychologique face aux situations qu'ils rencontraient. D'autre part, cette double casquette animateur-médiateur était intenable pour eux psychologiquement, puisque la journée, ils étaient censés animer, prendre contact avec des jeunes, se rapprocher d'eux, et le soir, leur métier de médiateur les mettait en confrontation quelquefois avec des situations où il fallait qu'ils se réfèrent aux forces de police. Et vous imaginez le double discours qu'ils étaient là à tenir, qui n'était absolument pas conforme à leur métier. Bien. Merci. Bien, alors je vais mettre aux voix la mise en place de ce conseil local. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors nous avons une dernière délibération. Alors ça c'est quelque chose, je vais laisser Jean-Charles Gauthier présenter cette délibération. Approbation de la délibération du comité syndical mixte du conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne, c'est le conservatoire de musique, concernant l'adhésion de la communauté de communes du pays ribéracois. Jean-Charles Gauthier. Monsieur le maire, chers collègues, la ville de Bergerac est membre du comité syndical du syndicat mixte du conservatoire départemental de la Dordogne. Lors de sa séance du 24 juin 2014, le comité syndical a approuvé par délibération la demande d'adhésion de la communauté de communes du pays ribéracois. Les statuts du comité syndical prévoient de solliciter l'accord des assemblées délibérantes des membres composant le syndicat mixte sur cette demande d'adhésion et sur la modification subséquente de l'article 1er des statuts portant composition du syndicat mixte. En application du Code général des collectivités territoriales, il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette délibération du comité syndical en date du 24 juin portant sur la demande d'adhésion de la communauté de communes du pays ribéracois. Je voudrais dire qu'on est sur cette affaire dans une situation qui est compliquée, parce que, si j'ai bien compris, l'école de musique a été transférée à la communauté d'agglomération. Le conservatoire à rayonnement départemental revendique aujourd'hui un regroupement des écoles de musique au sein de ce conservatoire départemental et fait valoir qu'il prend en charge une partie des enseignants et même le directeur.
Bon, et curieusement, la ville de Bergerac, dans le cadre de la Convention, c'est encore elle qui représente le conservatoire, l'école de musique au conservatoire. Donc on est, voilà, et c'est nous qui sommes obligés ce soir de statuer sur l'adhésion de la communauté de communes du pays ribéracois. Donc je crois qu'il serait bien qu'on essaie de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, parce que j'ai peur qu'on ait du mal à s'y retrouver. D'autant qu'apparemment, il y a quand même des décisions sérieuses à prendre sur cette affaire et peut-être des positions à défendre dans l'intérêt des Bergeracois et des musiciens. Bien. Pas d'autres observations. Alors, qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, mais enfin, on ne va pas empêcher les Ribéracois d'y adhérer. Voilà. Alors, on arrive aux questions diverses. Je n'ai pas les questions diverses. Si, je les avais. Hein ? Alors, Madame Jacqueline Simonet a présenté 2 questions. Madame Simonet, vous avez la parole. Alors, je vais commencer par la première, Monsieur le maire, c'est concernant le cinéma et ce qui a pu être écrit cet été dans la presse. Je ne sais pas si mon micro fonctionne bien. Donc, suite à votre décision d'abandonner la réhabilitation du cinéma Le Royal, qui était projeté par l'ancienne municipalité, et suite également à la parution d'un article dans la presse cet été d'un projet de construction d'un nouveau complexe cinématographique en périphérie de la ville de Bergerac, les radicaux de gauche désirent connaître vos intentions sur ce dossier. Nous avons entendu dire que vous souhaiteriez encourager le développement de la capacité du Cyrano actuel. Qu'en est-il exactement ? Nous tenons à préciser que si ce projet de complexe cinématographique en périphérie arrive à terme, on suppose qu'il y aura également des infrastructures nécessaires et notamment un parking juste à côté des salles et surtout un parking gratuit, ce qui n'est pas malheureusement aujourd'hui le cas du Cyrano, qui a le handicap d'être en face d'un parking payant, qui est très cher, je suis navrée de vous le rappeler, voulu par vous-même lors de votre précédent mandat, et nous constatons tous les ans, depuis sa création, depuis de nombreuses années encore, le déficit d'exploitation. Cela va une nouvelle fois... C'est une question à tiroir, hein, Madame Simonet. Oui, mais vous pourrez répondre à tous les tiroirs. Cela va pénaliser une nouvelle fois le centre-ville. Or, celui-ci reste un pôle de création d'emplois important. Il y a 650 commerces et 2200 emplois dans le centre-ville. Il est donc indispensable, pour préserver ces emplois, de prendre les bonnes décisions et de le prendre rapidement. Je tiens à rappeler aussi que la rénovation de la rue de la Résistance et des quartiers historiques s'inscrivait déjà dans cette démarche d'attractivité du centre-ville. Donc, que comptez-vous faire, Monsieur le maire, concrètement pour préserver et dynamiser le cinéma du centre-ville ? Bon, Madame Simonet, je vais répondre sur les cinémas. Parce que si parking, on veut répondre sur tous les dossiers, sur tous les sujets que vous avez abordés, là on ouvre un débat, on en a pour toute la nuit. Hein. Bon, mais d'abord sur la question du Cyrano. Bon, on est arrivé, il y avait un projet, sincère ou insincère, je n'en sais rien, puisque les choses n'avaient jamais été définitivement tranchées, et que le propriétaire nous a demandé instamment de prendre définitivement position. Ce qui me paraissait légitime, parce que l'affaire durait depuis au moins 2 ans. Donc, nous avons examiné le dossier, nous avons vu que si l'on voulait suivre le dossier qui était porté par la société Urbalis, qui portait l'opération, qui était de refaire une salle complète sur l'emplacement du cinéma Le Royal, en sortie, c'était théoriquement la CAB ou la ville qui devait racheter ce bâtiment pour cette salle pour à peu près 1 million d'euros. Bon, il ne nous a pas paru raisonnable de prolonger cette opération et nous avons demandé, je crois que le permis de construire a été déposé, je pense que Alain Plazy l'a vu, nous avons demandé, comme beaucoup l'avaient souhaité d'ailleurs, qu'il y ait au moins sur une façade de l'ancien cinéma Le Royal qui soit préservée. Donc, je veux dire, nous avons fait un choix. On peut être d'accord, on peut pas être d'accord, mais on a considéré que le coût de l'opération était quand même très élevé.
Et puis sur le cinéma Le Cyrano, c'est vrai que nous avons vu ce projet qui est apparu au cours de l'été, qui d'abord nous a été présenté par son promoteur, de création d'un multiplex en périphérie à Saint-Laurent-des-Vignes. Et je dois dire que nous avons réagi très vivement contre. Et j'ai constaté d'ailleurs, Madame Simonet, que les radicaux de gauche ont pris position également de manière très vive contre ce projet, qui nous paraît à tous égards dangereux pour Bergerac. Et nous regrettons, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter un jour de cette question en bureau communautaire, nous regrettons que le président de l'intercommunalité bergeracoise ait pris parti pour ce projet de multiplex au cours de l'été dans la presse. J'ai rencontré, j'avais demandé aussitôt à rencontrer le directeur des cinémas Cyrano, Monsieur Friedman, que j'ai rencontré cet après-midi. C'est le hasard un peu, parce que ça faisait déjà quelque temps qu'on avait demandé à le voir. Lui partage relativement notre position, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Premièrement, il y a une procédure. C'est-à-dire que pour autoriser la création d'un multiplex, il faut passer par une commission en matière d'urbanisme commercial, qui est une commission spécialisée en matière cinématographique. Et l'affaire peut monter ensuite en appel, etc. Et là-dessus, lui a tendance à considérer qu'il y a peu de chances que ce projet aboutissent. Deuxièmement, ce que nous avons tout de suite pensé, c'est qu'au-delà de la procédure, il nous paraît important d'avoir un contre-projet et d'essayer de voir comment conforter ces cinémas de centre-ville qui sont quand même un enjeu très grand pour Bergerac. Donc là-dessus, le directeur, M. Friedman, nous a confirmé qu'il était en train d'investir pour créer 2 salles supplémentaires et pour rénover la façade de ce bâtiment. Et nous avons, pour notre part, envisagé un aménagement un peu plus large devant le cinéma, de telle sorte que le public n'est pas uniquement un bout de trottoir, il avait déjà été élargi, mais qu'il y a un peu plus d'espace en face de ce cinéma, parce qu'il y a un aspect convivial à l'entrée et à la sortie des cinémas auxquels il faut être attentif. Et puis, nous avons, dans le cadre des discussions que nous avons, et on reviendra sur ce sujet, on abordera à cette occasion tous les problèmes du stationnement, Madame Simonet, si vous le voulez bien, nous avons également attiré l'attention du délégataire du stationnement en demandant qu'il y ait un rapprochement entre lui et l'exploitant du cinéma pour qu'on essaie de trouver des formules qui soient le plus attractives possible. Voilà. Oui, Monsieur Ruet. Oui, Monsieur le maire, bien entendu, sur cette question, je voudrais quand même apporter un certain nombre de précisions. D'abord, vous précisez qu'il n'a jamais été question que le Royal soit racheté après, lorsqu'il aurait été rénové en tant que cinéma, pour que la ville ou la CAB l'exploite. Il était prévu de mettre en place une délégation de service public avec le réseau Cinépassion, qui a fait ses preuves en Dordogne et qui naturellement aurait pu exploiter cette salle. Et c'est pas une commission d'urbanisme à proprement parler, c'est la Commission nationale du cinéma qui effectivement donne son accord avec le ministère de tutelle qui est le ministère de la Culture. Et par rapport à cela, il était évident que le Royal, de par sa proposition de programmation art et essai et éducation à l'image, notamment par rapport au temps périscolaire, c'est aussi important de sensibiliser les jeunes générations à cette culture de l'image qui est un peu trop présente dans notre société, eh bien, se positionner comme une offre complémentaire du cinéma Cyrano. Parce que le fond du problème sur Bergerac, c'est que M. Friedman se fiche éperdument des consommateurs bergeracois et depuis très longtemps. Le cinéma de Bergerac est une catastrophe. Il est une catastrophe en termes de fréquentation. Il y a entre 140 000 et 160 000 entrées annuelles
C'était une baisse déjà de 10% en 2012, alors qu'on était à presque 180 000 en 2004. Nous avons un indice de fréquentation à Bergerac qui est de 2,61 entrées par habitant contre 5,45 sur les moyennes de villes de la même strate. Nous avons 141 000 entrées à Bergerac lorsqu'il y en a 380 000 sur Périgueux. Nous avons un indice moyen de fréquentation de 2,21 sur l'Agglo, là où il est de 4,58 sur Périgueux. Nous avons un tarif moyen de 6,38 € à Bergerac, lorsqu'il est de 5,46 € à Périgueux. Et nous avons une moyenne de spectateurs par séance qui est de 18 spectateurs à Bergerac contre plus de 21 à Périgueux. Il n'y a pas de volonté de M. Friedman, pendant très longtemps, de développer le cinéma de Cyrano, qui se situe idéalement pour lui lors de ses déplacements, lorsqu'il va sur le bassin d'Arcachon et vers Limoges. Et Bergerac est au milieu, et là il s'y intéresse vaguement. La preuve en est, c'est que le permis de construire qu'il a déposé, c'est pour construire, effectivement aménager 2 microsalles, une petite de 40 places de mémoire qui va servir notamment pour la réessai, mais il est absolument pas prévu d'améliorer le confort des spectateurs, puisqu'il s'agit en réalité de se mettre aux normes par rapport à la conformité aux personnes handicapées. Et on peut effectivement élargir le trottoir, et c'est très louable, mais les jours de pluie et les jours d'affluence, ça ne changera rien lorsque vous n'avez qu'une seule caisse ouverte et que vous avez une queue interminable, parce qu'effectivement, les restrictions de personnel sont très importantes sur ce cinéma. Et naturellement, on est dans un secteur complètement concurrentiel. Et c'est vrai que l'offre alternative, là on n'est plus en CDAC ou en CDEC. Quand vous voyez arriver un multiplex sur la périphérie, et là, si on se met à la place du maire de Saint-Laurent-des-Vignes, on peut comprendre son intérêt. Après, naturellement, et là il a raison, c'est un débat qui va avoir lieu à l'échelon national, mais ne perdons pas de vue que le cinéma Cyrano, je suis désolé de vous le dire, ne fait pas d'efforts pour les spectateurs, et ce depuis de très nombreuses années. Vous voulez un exemple sur la programmation? Tout le monde entend parler dans la presse du dernier film de Fabrice Lucchini qui est sorti mercredi. Le Cyrano ne propose absolument pas Gemma Bovary. Il faudra attendre encore quelques semaines pour la voir. Ce n'est pas digne d'une ville comme la nôtre, ce n'est pas digne d'une ville d'arrêt d'histoire. C'est un vrai problème d'avoir un cinéma avec une telle offre. Et donc, naturellement, on peut aussi comprendre les initiatives privées parce que ça attise les convoitises. Et là, c'est un problème pour le centre-ville. Et Madame Simonet avait raison de faire le lien avec le parking. Pourquoi M. Friedman a refusé l'accord de partenariat avec SAGS sur les tickets clients, quand en plus, il a un ticket moyen de cinéma qui est plus cher que les autres dans des villes comparables. C'est de la mauvaise foi et de la mauvaise volonté pour développer ce cinéma. Monsieur Ruet, on n'est pas là ici pour faire le procès du commerce bergeracois, et le cinéma, c'est aussi une activité commerciale. Alors je suis d'accord avec vous sur le fait que, et je l'ai dit à Monsieur Friedman, qu'on souhaitait que les sorties de films soient plus rapides sur Bergerac. Moi, je vais parler du film Sils Maria, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Il m'a expliqué qu'il allait être programmé prochainement parce que c'était difficile de le programmer pendant la période d'été parce qu'il n'aurait pas eu un public suffisant sur Bergerac et qu'il allait le programmer maintenant après la rentrée. Bon, moi, je veux bien les chiffres que vous avancez. Je voudrais savoir de quelle année. Lui nous a expliqué qu'il avait à peu près 180 000 entrées. Qu'il avait 180 000 entrées et qu'il était très difficile d'aller au-delà de ces 180 000 entrées annuelles. Bon. Sur les relations avec le délégataire du stationnement, moi je pense qu'il y a effectivement la recherche d'un accord possible. J'ai observé quand même qu'une des difficultés, et ça il faut qu'on puisse en discuter, il faut qu'on en discute, c'est que l'heure de fermeture du parc de stationnement souterrain intervient avant l'heure de fermeture des cinémas, et il faut qu'on voit un système, si c'est du stationnement de surface, qui fasse que les personnes ne soient pas pénalisées. Donc c'est un dossier effectivement qu'il faut remettre complètement à plat. Voilà. Quant aux activités cinéma d'arrêt d'essai, là je dirais c'est un problème un petit peu plus compliqué puisqu'il y a des associations
qui interviennent au cinéma Cyrano, notamment l'association Tapage, et qui font du cinéma d'art et d'essai dans le cadre du Cyrano. Ce qu'on lui a demandé cet après-midi, c'est qu'il y ait effectivement une ouverture à d'autres associations, de telle sorte que la partie d'art et d'essai soit plus significative. Voilà, donc c'est un dossier effectivement qui mérite discussion. Je suis d'accord avec vous, il faut poursuivre la discussion avec l'exploitant, mais je ne pense pas que ce soit en favorisant la création d'un investissement concurrent de 11 salles en périphérie qu'on va favoriser le centre-ville de Bergerac. Madame Simonet, vous aviez une deuxième question. Oui, mais je vous fais remarquer que j'avais plusieurs tiroirs et que vous avez répondu à tous mes tiroirs. Ah, mais alors écoutez, c'est que je suis vraiment très synthétique alors. Donc, oui, la deuxième intervention, c'est au sujet de vos déclarations que vous avez faites lors de la réunion des associations bergeracoises à la salle Anatole France la semaine dernière. Pour ne pas trahir vos propos, parce que par rapport à ce qu'on a dit hier en commission, vous m'avez dit que vous avez dû être mal compris, je vais relire exactement ce que vous avez dit, puisque vous avez été enregistré et on a recopié tout simplement ce que vous avez dit. Vous déclarez « Nous avons réduit le train de vie de la ville. Les élus ont accepté de réduire leurs indemnités de manière un peu symbolique de 30%. Nous le faisons sur le fonctionnement. Nous sommes pratiquement à un point où nous avons réduit à peu près de moitié la charge de fonctionnement des cadres dirigeants de la mairie. Ce qui veut dire en gros un gros effort en termes d'organisation, mais aussi un travail beaucoup plus considérable pour les élus qui sont obligés de s'impliquer beaucoup plus que par le passé, puisqu'ils prennent une partie du travail fait par les fonctionnaires dans le passé. Ça, ce sont vos déclarations, monsieur le maire. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai. Si vous demandez des précisions, je vais vous donner les précisions que vous souhaitez. Je voulais quand même préciser que nous pensions que la rétribution des élus municipaux était une indemnisation. Elle est devenue pour nous, à nos yeux, une indemnisation salaire. Pire, une indemnisation salaire contre l'emploi. Pourquoi ? Parce qu'en supprimant une partie très conséquente, près de la moitié de la charge de travail des cadres fonctionnaires de la mairie, la municipalité participe à l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi puisqu'elle va supprimer des emplois à la mairie. Désormais, l'élu oriente... Attendez jusqu'au bout. Désormais, l'élu oriente en conseil municipal les décisions qui concernent son propre service. Dans la notion de république telle que nous la concevons, dont l'administration est une des plus grands importants rouages, la commune doit fonctionner avec des chefs de service et des élus en toute complémentarité, en concertation et si possible en toute neutralité. Qu'en est-il de l'impartialité du service public lorsqu'un élu, dont un politique, fait office de chef de service ? Un autre aspect de la question, qu'en sera-t-il de la perspective de carrière du personnel ? Si la place de chef de service dans son domaine de compétences acquise à force d'années de travail et d'expérience est réservée à un élu, quid de la promotion interne ? Dans l'esprit que vous développez, il faudra bientôt mettre des chefs d'entreprise dans le rôle d'élus employés, dans la communication, les travaux, la voirie, etc. C'est déjà ce que vous faites, puisque la responsable du service communication, pour la responsable du service communication, j'ai cru comprendre que c'était une élue qui avait pris la place, et pour le directeur des services généraux techniques. Madame Simonet, j'aime bien vos extrapolations qui sont peut-être un petit peu humoristiques, mais je vais vous apporter un certain nombre de précisions. Merci. Première chose que je voudrais souligner, c'est la situation financière de la ville de Bergerac. Je ne vais pas revenir sur l'audit qu'on a largement discuté et qui a fait apparaître qu'on avait des charges de fonctionnement qui étaient profondément anormales pour une ville dont les ressources financières ont diminué du fait notamment des transferts de compétences à l'intercommunalité. Les transferts de compétences à l'intercommunalité font que les compétences dont on avait besoin à la ville de Bergerac ne sont plus les mêmes que par le passé. À partir du moment où vous transférez un certain nombre de missions, un certain nombre d'équipements à l'intercommunalité, il est évident qu'on n'a plus besoin du même nombre de cadres à la ville. Et qu'on est obligé de réduire la voilure et de la ramener au niveau des compétences et des responsabilités qu'on a gardées et du budget dont on dispose. Ça, c'est la première réalité et c'est ce à quoi nous avons travaillé. On n'a mis personne au chômage.
Simplement, il y a des personnes qui étaient des responsables dans les services, qui étaient partagés entre la ville et la communauté d'agglomération. On leur a demandé de choisir entre la ville et la communauté d'agglomération, ce qui paraissait plus cohérent. On avait des responsables, un directeur général des services et un directeur des services techniques auxquels on a proposé de rester et qui nous ont dit, nous préférons aller voir ailleurs. L'un est revenu dans son administration d'origine, le directeur des services techniques, l'autre au bout de quelques mois, a trouvé un poste qui sans doute convenait mieux à ses aspirations à Trélissac. Bon, j'avais recruté un directeur de cabinet en raison de ses compétences en matière économique et numérique, parce que c'était un petit peu des points faibles dans les services. Et puis ce garçon a préféré, qui acceptait mal de se couler dans un cadre administratif, a préféré se retirer, ce qui était son droit. Je n'ai pas jugé bon de reprendre un directeur de cabinet. Parce que, je veux dire, je préfère, et nous préférons, et la plupart des membres de cette équipe, c'est le deuxième aspect que je vais évoquer tout à l'heure, nous préférons travailler en direct avec les services. Le service communication dont vous parlez, moi j'ai fait l'expérience dans le passé d'avoir un directeur de service communication. On a un service communication avec des personnes qui sont très compétentes, qui sont relativement nombreuses, et donc l'utilité d'un directeur de service communication n'a jamais vraiment trouvé sa place dans cette ville. Moi j'ai vu se succéder des directeurs de service communication à l'époque où nous étions à la ville. Je constate qu'il y en a aussi qui se sont succédés quand vous y étiez. Je dirais, c'est très difficile pour un directeur de service communication de trouver sa place dans une ville de 30 000 habitants. Et nous avons une adjointe, Laurence Rouen, qui a des compétences en communication et qui travaille effectivement et qui suit l'activité des agents du service communication. Je dirais, je vois pas pourquoi on créerait un poste de directeur, on recruterait un directeur ou une directrice du service communication alors que cette personne n'apporterait rien à l'ensemble. Donc moi je veux dire, créer des postes uniquement pour créer des titres qui ne correspondent pas à des réalités, je ne vois pas l'intérêt dans une collectivité qui est confrontée à une situation financière particulièrement difficile. Ça c'est la première chose. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous sommes arrivés ici dans un système organisé en pôle, pyramidal, où il fallait que les agents, quand ils voulaient s'adresser aux élus, soient obligés de passer par des intermédiaires, où, d'après ce que certains m'ont dit, ils n'avaient même pas le droit de s'adresser, les chefs de service n'avaient pas le droit de s'adresser directement au maire. Bon, nous, il nous a semblé qu'il valait mieux travailler de manière plus simple et plus directe, et nous travaillons en direct avec les personnels et avec les services de la ville. Et je trouve que ce mode de fonctionnement est plus intéressant pour les élus, et plus intéressant, c'est les chefs de service et les fonctionnaires eux-mêmes qui nous le disent, plus intéressant pour les fonctionnaires eux-mêmes qui se sentent beaucoup plus partie prenante et beaucoup mieux associés à l'action de la ville et de la municipalité. Et puis enfin, troisième chose, c'est vrai que dans la situation présente, la situation que nous connaissons depuis quelques mois, où on avait un directeur général des services qui était sur le départ, qui était vraiment sur le départ, un directeur général adjoint qui était parti, un autre directeur général adjoint qui, après avoir brillamment travaillé, je l'ai dit et je lui ai rendu hommage à son action sur le Tour de France, se trouve à son tour en situation de départ, un directeur des services techniques qui était lui-même aussi en situation de départ. C'est vrai que dans ces circonstances-là, et arrivant dans une ville où certains d'entre nous avions été présents il y a 6 ans, mais où on était obligé de reprendre quand même les dossiers, c'est vrai qu'on a été obligé, et qu'on est encore obligé aujourd'hui sur un certain nombre de dossiers, d'aller assez loin dans le suivi des choses.
et d'assumer parfois des responsabilités et un travail qui relèverait plus du directeur général des services ou d'un directeur général adjoint. Bon, les choses vont petit à petit rentrer dans l'ordre, puisque nous aurons un directeur général des services à partir du 1er octobre prochain, et que nous recruterons dans la foulée un directeur général adjoint ou un attaché ayant une dominante juridique. Et je dis qu'une fois que tout ça aura été fait, je pense qu'on sera tout à fait en état de fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça. Je veux quand même vous reposer ma question qui était, qu'en est-il de l'impartialité du service public lorsqu'un élu, donc un politique, fait office de chef de service? Attendez, vous n'avez pas répondu à ma question. Attendez, c'est une question, mais madame, c'est une question qui n'a aucun sens. Bah, si. C'est une question qui n'a aucun sens. Les décisions dans une mairie, les décisions, elles sont prises par les élus. Je ne sais pas si vous avez... Non, vous n'avez peut-être pas encore été élu, mais vous saurez le jour où, je vous le souhaite, d'être un jour élu avec des responsabilités municipales, vous apercevrez que l'essentiel des décisions sont prises par les élus. Et les obligations, effectivement, les obligations des fonctionnaires, c'est l'obligation de réserve, c'est voilà, à la fois vis-à-vis des élus et vis-à-vis des gens de l'extérieur, c'est effectivement l'impartialité à l'égard des usagers, des citoyens, etc. Mais le fait, je vois pas en quoi le fait que d'abord les fonctionnaires, ils sont bien obligés de travailler avec les élus, je vois pas comment ils pourraient faire autrement, et je vois pas en quoi le fait que à certains moments, dans la période actuelle, c'est vrai, je prends par exemple les délibérations ce soir. J'ai fait le travail, c'est vrai, que fait normalement un directeur général des services. C'est-à-dire que j'ai réuni les chefs de service qui étaient concernés par les différentes délibérations et on a travaillé ensemble à la mise au point de ces délibérations. C'est ce que fait normalement un DGS. Quand le nouveau DGS sera là, c'est lui qui se chargera. Je vois pas en quoi ça met en cause l'impartialité du service public. Très rapidement, au-delà de la question d'impartialité, je crois que Jacqueline Simonet a pointé ce qui apparaît comme des faiblesses de l'organigramme des services. Pour connaître particulièrement bien la fonction publique territoriale, aujourd'hui, un agent, on va prendre des agents de la communication, mais c'est pas du tout contre Mme Brouan. Vraiment, là, qu'elles se sentent pas du tout mises en cause par mon intervention. Ces agents, aujourd'hui, appartiennent à un service de la communication. Tout fonctionnaire a l'obligation d'avoir un entretien individuel d'évaluation chaque année avec son chef de service. Qui va faire cet entretien d'évaluation? Certainement pas l'élu. Certainement pas l'élu. Donc ça veut dire, attendez, laissez-moi finir, qu'il va aller sur l'échelon supérieur, le directeur général des services ou le directeur des ressources humaines, qui sont normalement dans les procédures des arbitres lorsqu'il y a des conflits entre un chef de service et ses agents justement. Et là, il y a un risque de détresse psychologique pour les agents, auquel il faut penser. Et je vous signale, ça vous fait souffler, mais visiblement, quand on vous rappelle certaines choses, c'est un exemple. Qu'en comité technique paritaire, les syndicats vous ont fait déjà la remarque, et vous avez dit on étudie la solution, on va essayer de trouver une solution. Et ça, on est capable de comprendre. Sur la communication, et on vous ne le reprochera pas, rien ne vous empêche de les intégrer à votre cabinet. Par exemple. Monsieur, et puis je donnerai la parole à Laurent Souran, mais monsieur Ruet, moi je trouve quand même extraordinaire les propos quand on sait comment a fonctionné cette administration pendant l'époque où vous étiez aux affaires, où l'essentiel, sur bien des points, celui qui menait les services, c'était le directeur de cabinet du maire, ce qui était quand même invraisemblable. Écoutez, moi j'en ai des témoignages multiples. J'en ai des témoignages multiples. C'était ça la réalité du fonctionnement de cette mairie. Et où les fonctionnaires sont les premiers à nous dire enfin, on peut travailler en direct avec les élus, on peut venir discuter d'un problème dans le bureau du maire. C'est ça qu'ils attendent, les fonctionnaires, c'est de pouvoir être au cœur de l'action, au cœur de la préparation et du traitement des problèmes. Alors, qu'il y ait effectivement certains points
à préciser en matière de notation. C'est quand même pas des choses extraordinaires. Je l'ai dit, on est dans une phase de transition. Il y a un certain nombre de gens qui sont partis. Il y en a d'autres qui vont arriver. Il y en a 2 qui vont arriver. Et donc ces questions, on va les résoudre très facilement. Vous me dites, le service communication devrait être au cabinet du maire. Oui, mais enfin, je sais que c'était comme ça que ça fonctionnait. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce mode de fonctionnement. Et je préfère de loin à une administration où il y a un cabinet omnipotent qui se mêle de tout, je préfère un système qui est plus conforme à la tradition républicaine, où les élus travaillent en direct avec les fonctionnaires et où il n'y a pas un organisme purement politicien qui s'interpose entre les élus et les fonctionnaires. C'est ma vision. Je voudrais juste dire quelques mots. J'ai été élue comme mes collègues ici présents par nos concitoyens. Je me suis mise à leur service en mettant en avant et en mettant à disposition de certains services de notre municipalité mes compétences, en l'occurrence la communication. Je ne me substitue absolument pas à un chef de service. Je suis présente relativement régulièrement pour suivre l'ensemble des dossiers. Je suis avant tout au service des agents. C'est mon travail d'élu. Je suis là pour les aider à prendre des orientations, à prendre des décisions. Et c'est leur hiérarchie, chef du personnel, DGS, DGA, maire, qui valide l'ensemble des éléments. Je vous invite, messieurs et mesdames membres de l'opposition, à venir passer une semaine à mes côtés pour voir ce qu'est mon travail d'élu au service communication. Et je précise quelques derniers mots. J'ai trouvé, quand je suis arrivée dans ce service, des agents qui, lors du mandat précédent, avaient connu 6 chefs de service différents en 6 ans. Qu'est-ce qui vous paraît être le plus intéressant pour servir au mieux nos concitoyens? Avoir une multitude, une succession de chefs de service qui sont peut-être pas toujours très compétents, ou pouvoir utiliser les compétences d'une élue qui a des connaissances en matière de communication. Voilà, je vous laisse ces quelques éléments à votre réflexion. Merci. Alors, les questions de M. Gallon et de M. Richard. Je vais commencer par la question qui concerne la piscine municipale. Pour avoir vécu en tant qu'élu l'aménagement d'un bassin dans le cadre d'un partenariat public-privé, partenariat qui permet que la gestion de la piscine sur le plan financier soit équilibrée et non pas déficitaire. Mon groupe m'a demandé de lui remettre une étude. Je travaille dessus, sur le fonctionnement de ce partenariat. Accepterez-vous de l'étudier comme d'autres projets ? Alors, sur cette question, je rappelle que la piscine municipale a été malheureusement transférée à la communauté d'agglomération et qu'à notre grand regret, nous n'avons plus le pouvoir d'intervenir sur ce dossier. Donc la question que vous posez, pendant notre campagne, nous avions défendu l'idée qu'une des priorités pour Bergerac et pour l'agglomération bergeracoise, c'était de refaire rapidement la piscine municipale. Malheureusement, ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de décision là-dessus. Donc, je pense qu'il faut que vous adressiez cette question au président de l'intercommunalité. On lui posera la question. Bien. Et la deuxième question,
Ça concerne le quartier de Naillac. Plusieurs commerçants m'ont demandé où en était le projet, s'il y a projet, d'aménagement de toilettes publiques dans leur quartier. Pouvez-vous nous donner un ordre d'idée de l'avancement de cette demande? Alors, vous avez tout à fait raison de poser cette question. Moi, c'est une chose que je constate, mais depuis toujours à Bergerac, c'est que la rive gauche, ça a toujours été un petit peu le parent pauvre dans cette ville. Et on le mesure parfaitement aujourd'hui quand on voit la différence des aménagements qui ont été faits entre le quartier nord. Nous, on s'est beaucoup impliqués. L'actuelle municipalité s'y est impliquée aussi. Mais c'est vrai que sur la rive gauche, les gens ont un sentiment d'être restés un petit peu... Oui, sous l'ancienne. Oui. Sous l'ancienne. Sur la rive gauche, les gens ont un petit peu le sentiment d'être un peu laissés pour compte par rapport à la rive droite. Alors c'est vrai que ce que vous évoquez, le problème des toilettes publiques, c'en est un aspect. Sur l'éclairage, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Je l'ai constaté, je le dis, parce que en faisant la visite des écoles, j'ai vu qu'il y avait quand même certains problèmes difficiles qui restaient posés sur les écoles de la rive gauche et qu'il allait falloir remettre un peu la priorité là-dessus. Bon, sur le quartier de Naillac, ce sur quoi nous sommes en train de travailler, c'est la mise en place d'un grand projet, d'un plan d'ensemble de réaménagement de ce quartier. Et nous avons demandé, d'abord, le préfet nous a demandé de le faire, mais nous-mêmes, nous avons décidé de le faire, et les services sont actuellement en train de travailler sur un projet d'ensemble permettant d'avoir une vision claire de ce qui va être fait entre le boulevard du Maréchal Leclerc, la rue Henri Boyer et le secteur de l'espace François Mitterrand, de la maison de retraite de la Madeleine. Il y a là un grand espace sur lequel il y a tout un ensemble d'actions à mener. Et la question des toilettes publiques, il faudra aussi la joindre à ce dossier. Donc il n'y a pas de doute sur la rive gauche. Ça peut-être demander quelque temps parce que je constate par exemple la rue Henri Boyer et la rue Alphonse Daudet. Le mail est superbement éclairé avec 12 ou 13 lampadaires rouges. Mais la rue Henri Boyer et la rue Alphonse Daudet, on en est encore à des petits lampadaires, des espèces de lucioles qui éclairent, même quand on a remis l'éclairage, parce que l'éclairage avait été coupé récemment, quand on a remis l'éclairage, c'est à peine si on voit qu'on a remis l'éclairage. Mais c'est une opération, faire ça, c'est une opération qui sera extrêmement coûteuse, parce que mais c'est une opération qu'il va falloir mener en priorité. En matière d'éclairage. Merci. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes ne demandent plus à intervenir. Bon, écoutez, mesdames, messieurs, la séance est close. Non.